Nous sommes le 22 mars 2022 et comme chaque 22 mars, la communauté internationale commémore la journée mondiale de l'eau, ce liquide précieux qui est très important pour la vie et pour la survie. Et aujourd'hui, une pensée spéciale à l'endroit de toutes ces femmes qui vivent et subissent toujours cette corvée d'eau. Nous sommes en période de canicule, les coupures d'eau vont recommencer et surtout pour ces femmes-là qui souffrent pour avoir de l'eau pour les ménages. Beaucoup de courage à vous et nous espérons que ces réflexions autour des journées mondiales de l'eau vont justement concourir pour que ces femmes puissent sortir donc de cette situation de corvée d'eau. Alors, excellente commémoration de la journée mondiale de l'eau à tous. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce jour. Et comme nous parlions tout à l'heure de la journée mondiale de l'eau, nous en parlons également dans la rubrique Invité du jour avec nos invités du jour qui sont du ministère de l'eau et de l'assainissement. Nous recevrons sur ce plateau monsieur Sanou Lassina. Il est le directeur général par intérim de l'ONEA, l'Office national donc de l'eau et de l'assainissement. Également sur ce plateau, monsieur Fidèle Kouama, directeur de l'approvisionnement en eau potable à la Direction générale de l'eau potable. Nous parlerons donc de la journée mondiale de l'eau et puis bien sûr, nous ferons l'état des lieux sur la situation de l'eau au Burkina Faso. C'est mardi et vous le savez, chaque mardi, vous avez rendez-vous avec Serge Youssef Ouedraogo. Avec lui, vous avez droit à la chronique Un œil sur la société. Aujourd'hui, on s'intéresse aux annales d'études. Alors, en tout cas, ce sont des livres pédagogiques qui peuvent permettre aux élèves de mieux apprendre. Nous en parlerons tout à l'heure avec Youssef. Installez-vous confortablement puisque nous sommes à Tengango pour la rubrique à la découverte de débutons à Tengango. À Tengango, nous vous faisons découvrir l'espace des nouvelles idées de Tengango dans la rubrique à la découverte 2. Alors, vous le savez, cet espace est l'œuvre du fondateur et du PDG donc, de Savane Media. Il s'agit notamment de El Hadj Boubacar Zida Dissidnaba. Et aujourd'hui, nous lui avons posé la question sur les raisons pour laquelle donc il a justement créé cet espace, l'espace des nouvelles idées. Il répond à nos questions. Donc on va vous inviter justement à suivre cet élément et on revient pour la suite. Alors, donc pour la rubrique à la découverte de, avant de revenir à cet élément, il faut rappeler que l'idée de création de l'espace des nouvelles idées est née depuis les années 2000. Alors, le fondateur a décidé de créer cet espace pour recueillir et matérialiser ces nouvelles idées selon lui. Selon le fondateur Sidnaba, donc, il souhaitait construire l'espace des nouvelles idées dans sa ville natale à Yako. Malheureusement, donc, il n'a pas eu justement d'avis favorable à ce niveau. Donc, il a dû se retourner vers d'autres localités comme Ziaré, Tangueda-Souri, comme Silga et Laï. Et finalement, il obtient le terrain à Tengango et entame la construction de cet espace des nouvelles idées en 2011. Quand vous arrivez à Léni, il y a la statue donc d'un grand oiseau appelé Condor qui vous accueille. Et puis, bien sûr, le mur est décoré avec les photos des cinéastes burkinabés. Alors, on me signale que la régie est prête maintenant, donc on va y aller et on va suivre justement cet élément et on revient. L'idée est née depuis les années 2000. J'ai décidé de créer un espace de nouvelles idées parce que je me suis dit que les nouvelles idées n'est pas égale à d'autres diplômes. Il faut favoriser les nouvelles idées. Et les nouvelles idées, on trouve des sources qu'on ne trouve pas derrière un diplôme. Vous pouvez ne pas être diplômé, être intelligent, avoir des idées et de très bonnes idées. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer ce centre-là pour recueillir de nouvelles idées et pour avancer. Initialement, ce n'était pas Tengango. C'était prévu à Yako, dans la capitale de Passoré, ma ville natale. Il y a eu
des perspectives. Il y a eu des gens qui ont empêché à ce que j'hérisse ces Joël Ayako parce que je ne suis pas des côtés des partis au pouvoir. Et comme je suis une personne qui n'est pas un béni oui, et je ne suis pas la politique aveuglément. Moi, je suis homme de culture. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la culture, ce n'est pas la politique. Mais à son temps, il y a eu des barons de la politique qui ont empêché la mairie de m'attribuer les terrains. Et finalement, bon, la mairie était vraiment partant pour me soutenir parce qu'ils connaissaient l'importance du projet. Maintenant, comme les projets ne peuvent pas avoir lieu là-bas, je me suis retourné vers Ouagadougou. Les communes rurales qui entourent Ouagadougou, j'ai déposé mes demandes partout. Bon, des Ignaré, Laï, Tangandasouri et Komsilega. Et finalement, c'est au niveau de la mairie de Komsilega que j'ai eu vraiment de bons échos. Bon, ils m'ont attribué ce terrain en 2011. Et fin 2012, j'ai commencé la fondation. La fondation, bon, au départ, j'avais voulu cesser de financement bancaire. Malheureusement, bon, je n'ai pas eu de bons échos là-bas à travers les différentes institutions financières que j'ai fait le tour. Et n'ont pas jugé nécessaire que ces projets-là soient vraiment bancables. Finalement, j'ai décidé de confier ces projets-là à un chef de chantier qui a vraiment honte, quoi, qui n'aime pas la honte. Vous voyez, c'est Dieu. Donc j'ai confié le travail à Dieu. Après avoir fait la fondation, je me rappelle que ces jours-là, il manquait même des ciments pour boucher les trous qu'on a cassés. On n'a pas pu atteindre même les choses de la fondation. Et bon, j'ai dit, bon, le chef santé va s'en occuper. Ainsi de suite, bon, il a commencé à réagir. Et ainsi de suite, on a fini de construire même les bâtiments en question en 2013. Et début 2014, on a commencé à l'intérieur là, pour le studio, bon, l'embellissement au dehors, etc., et on a commencé à travailler. Vous écoutiez à l'instant Boubacar Zidadi Sidnaba, PDG de Savane Média, mais aujourd'hui, nous l'interrogions en qualité de fondateur de l'Espace des Nouvelles Idées, puisque c'est cet espace qui nous accueille cette semaine pour la rubrique à la découverte 2. Et l'espace est situé à Tengango et vous avez pu avoir un peu l'historique de la création de cet espace que nous visitons cette semaine. Merci de votre fidélité à cette émission et nous allons marquer une petite pause musicale. C'est le temps d'installer confortablement Kambou pour la revue de presse. Le plus chanceux des artistes simule le chanceux avec Soukini, l'argent, l'irdi. L'argent, le nerf de la guerre, très important pour la vie, nécessaire, on n'a pas le choix. Donc voilà. Et nous allons poursuivre avec cette émission. Cette fois-ci, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et internationale avec Bébé Kodjo Kambo que nous retrouverons juste après ça. Dans la phase commentaire de cette revue de presse, nous parlerons donc de l'installation de l'Assemblée législative de la transition. Nous parlerons bien sûr de la Journée mondiale de l'eau. Nous parlerons des démissions au sein du MPP et bien d'autres sujets avec Bébé Kodjo Kambou. Bonjour à toi Kambou et bienvenue. Bonjour Abzeta, à tous ceux qui nous suivent, bonjour. D'accord, nous débutons pour commencer par la lecture des différentes unes. C'est bien cela, et nous débutons par l'Observateur Palgas ce matin. Okay. À la une de l'Obs, on lit déjà ceci. Guerre en Ukraine, récit d'un Burkinabé qui s'est extirpé du brasier. Donc, voilà. Lutte contre le terrorisme, le PM endosse sa tenue de combat. Les journalistes face à leurs responsabilités sociales, opération de sécurisation à Natiabouani. Situation nationale, plaidoyer du Ganzourgou pour la libération de Roch. MPP, Abdoulaye Mossé quitte le navire. Voilà pour les titres qu'on peut lire ce matin à la une de l'Observateur Palga.
Et à la une d'aujourd'hui au Faso, l'on apprend ceci. Burkina Faso, les filles et fils du Ganzourgou appellent à la libération de Roch Kaboré. Décès de Soumaïlou Boubaï Maïga, Spartacus à Bamako. 18 militaires burkinabés tués à l'est et au centre-est, Guibo libéré, début de résultats tangibles pour Damiba. Crise à la FBF vers un bras de fer, Lazare Bansé, Abdul Wahab Drabo. Conjoncture nationale, l'humanitaire, la deuxième préoccupation majeure des Burkinabés. MPP, 2 mois après la perte du pouvoir, déjà la débandade. À lire donc à la page 3. Et nous visitons la une du quotidien Le Pays à présent. Et d'abord, dans la rubrique Révélation, on peut lire ceci ce matin. MPP, une procédure disciplinaire engagée contre des militants. Commune de Bogandé, des terroristes incendient une église. Coup d'État du 24 janvier au Burkina, des ressortissants du Ganzourgou pour la libération des Roch. Dans la rubrique Mardi politique du quotidien Le Pays, c'est Maître Benewende Stanislas Sankara qui est à l'honneur et il déclare ceci: nous avons un état de droit d'exception. Recrudescence des attaques terroristes au Burkina, le temps joue contre Damiba. Installation des membres de l'Assemblée de la transition, l'ALT sera-t-elle à la hauteur des défis? Dans la rubrique Actu Foot, on peut lire Liverpool, Mané, Salah, Klopp a tranché en fonction de Sénégal-Égypte. C'était le titre à la une du quotidien Le Pays. Et nous passons à la une du journal Le Quotidien. Le quotidien nous apprend ceci: Mali, mort en détention de l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubaï Maïga. Désignation des membres de l'Assemblée législative de transition, des Burkinabés apprécient. Audience à Kossiam, l'ambassadeur Lignan fait ses adieux au président Damiba. Burkina Faso, des filles et fils de Ganzourgou pour la libération du président Roch Kaboré. À Bobo-Dioulasso, le quotidien L'Express du Faso nous apprend ceci à sa une. Situation nationale, recrudescence des attaques terroristes, Damiba nous avait prévenus. Acrobatie sur la route de la Guinguette, 52 motos et 3 tricycles saisis par la police municipale. Au bassin, médias au bassin, les journalistes se détendent à la Guinguetta. Double facturation d'un marché à la Sofitex, prison ferme contre un cadre de la Sofitex et un autre de l'Onatel. Mise en place de l'Assemblée législative de la transition, ce que pensent des Bobolais. Fidel Toé, trésor humain vivant, la vraie refondation doit nous amener à nous interroger sur nous-mêmes. Et nous terminons par la une du quotidien d'État citoyen. On lit donc sur cette une: Conseil des cabinets à la primature, Albert Ouedraogo attend des réponses urgentes. Noélie Tendrebego, première femme DG des banques au Burkina. Je n'ai pas l'expérience de la courte échelle. Formation SND, 300 jeunes à l'école du patriotisme à Koudougou. Développement économique et social du Nord, les ressortissants unissent leurs forces. Festival Les Petites Étoiles de Gawa, un cadre d'épanouissement des enfants. Trait de plume, un dialogue difficile. Donc voilà ce que nous apprennent les quotidiens ce matin à l'heure une Abzeta. Merci à toi, Kambou. Et bien sûr, nous marquons un arrêt sur quelques sujets. Et le sujet qui ne peut pas passer inaperçu aujourd'hui, c'est bien sûr la commémoration de la Journée mondiale de l'eau, commémorée chaque 22 mars. C'est bien cela, et c'est vrai que vous en parlerez tout à l'heure avec des invités, peut-être des voix plus autorisées qui vont se prononcer sur la question, mais n'empêche qu'on en parle pour éviter donc le commentaire des actualités ce matin. Journée mondiale de l'eau, 22 mars. Alors, il faut rappeler que cette année au plan mondial, c'est célébré ou commémoré sous le thème « Eau souterraine, rendre visible l'invisible ». Voilà.
Donc, une façon de dire que l'or bleu est une denrée rare et s'il faut aller la chercher sous le sol, alors il faut le faire, rendre visible donc l'invisible. Et voilà, si c'est ce qu'il y a lieu de faire pour que cette denrée puisse suffire à tout le monde, alors il ne faut pas hésiter. Donc c'est un thème en tout cas qui interpelle nos autorités. Et cela ne signifie pas aussi qu'il faut voir seulement sous le sol. On peut aussi penser à des retenues d'eau pour retenir également l'eau qui vient du ciel, pourquoi pas, Abzeta. Donc tous les moyens seront donc bons pour que cette denrée-là puisse suffire à toutes les populations. Et parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il ne faut pas perdre de vue qu'au Burkina Faso, il y a toujours des villages où il n'y a même pas de point d'eau potable. Ça existe toujours au Burkina. Donc c'est ça l'interpellation qu'il faut lancer donc aux autorités. On se rappelle que le président de Chirok, Marc-Christian Kaboré, avait promis 0 corvée d'eau. C'était 0 corvée d'eau jusqu'à la fin de son premier mandat. À un mois donné, ça a été revu. Maintenant, c'est devenu 0 corvée d'eau horizon 2030, donc un aliment sur les objectifs du développement durable. Donc, c'est l'objectif 0 corvée d'eau d'ici à 2030 au Burkina. On espère que on pourra atteindre cet objectif, pourquoi pas avant 2030. Voilà, surtout que c'est un nouveau régime. Donc, on s'attend à ce que les gens soient plus ambitieux. Il faut œuvrer à ce que dans tous les villages du Burkina, il y ait au moins de l'eau potable pour les ménages, pour tous les citoyens burkinabés, parce que souvent, c'est ce que j'ai dit au début, on oublie, à Ouaga, nous avons nos robinets, il suffit d'ouvrir et l'eau coule, mais il y a des villages où nos mamans font des kilomètres pour pouvoir avoir un bidon de 20 litres d'eau qu'il va falloir bien gérer pour la cuisine et peut-être la vaisselle, et la lessive, en même temps pour se doucher. C'est pas toujours facile, en tout cas. Donc il faut penser à toutes ces femmes qui souffrent en cette journée mondiale donc, de l'eau, et on espère que l'autorité fera tout pour que cet objectif 0 corvée d'eau soit une réalité un jour au Burkina, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et peut-être dans nos éditions d'aujourd'hui, il y a des reportages qui vont prouver que ce n'est pas vraiment le cas. L'autre fois, on parlait de Bazoulé, où les crocodiles manquaient d'eau. Alors, notre reportage a eu, j'allais dire, un effet positif, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé à approvisionner donc la mare aux crocodiles sacrés en eau. Mais ce qu'il faut souligner également au passage, c'est qu'à Bazoulé, ce ne sont pas que les crocodiles qui manquent d'eau. Même les humains aussi n'ont pas assez de points d'eau. Et dans nos éditions d'aujourd'hui, tous ceux qui suivront verront que ce ne sont pas vraiment les crocodiles seulement qui manquent d'eau à Bazoulé, mais les humains aussi sont en manque d'eau parce que les points d'eau sont insuffisants. C'est ça un peu l'essence de l'interpellation que je lançais au début. Ce n'est pas qu'à Bazoulé, peut-être qu'à Bazoulé même c'est mieux parce qu'il y a au moins un point d'eau, même si ce n'est pas suffisant, mais il y a des villages, je le répète, où il n'y a même pas un seul, ou bien une seule pompe à eau pour que les habitants puissent avoir de l'eau potable. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment le cas grave. Et quand tu as parlé de robinets dans les ménages pour les grandes villes, ça m'a fait sourire parce que oui, c'est vrai qu'on a des robinets, mais surtout en ces périodes de canicule, mars, avril, mai, pratiquement, Kambou, tu es pratiquement dans le même quartier que moi. Et tu sais que l'actualité ou la réalité chez nous, c'est qu'en ces périodes-là, vous pouvez taper facilement 2-3 jours sans avoir de l'eau régulièrement. Ça, c'est vrai. Ou bien un mois et l'eau ne vient que de 2h à 4h ou 5h du matin. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est la réalité. C'est une réalité, aussi. Mais quand on sait qu'il y a des villages où il n'y a même pas. C'est ça, je dis, ça, c'est le pire, vraiment. Bon, ça, c'est on vraiment finit par pire. oublier ce que nous vivons à Ouaga, même si souvent on a des coupures d'eau. Mais on s'est dit que c'est encore mieux par rapport à ceux-là qui font des kilomètres au niveau des villages pour se trouver un seul bidon d'eau. Et souvent, il faut patienter toute la journée parce que vous avez de très longs fils, souvent au niveau du seul point d'eau sur lequel tout le monde compte pour pouvoir boire. C'est pas vraiment simple. Oui.
Autre sujet, Kambou, on s'intéresse maintenant à l'installation de l'ALT, donc l'Assemblée législative de la transition. C'est le nouveau nom donc de l'hémicycle. C'est bien cela. Et les 71 membres de l'Assemblée législative de transition seront donc installés aujourd'hui autour de 10 heures. Alors, c'est sans doute l'une des actualités phares de cette journée, parce que l'ALT, c'est l'une des institutions majeures de la transition qui n'est pas jusque-là installée pour des raisons que vous savez, parce que l'installation était prévue et reportée par la suite, parce qu'il y avait des difficultés pour le choix des représentants, par exemple, de certaines régions. Et au moment où nous parlons même, sauf changement des dernières minutes, cette installation devra se faire sans le représentant de la région du Centre-Nord, parce que c'est la seule région pour le moment qui n'a pas encore pu envoyer des représentants au sein donc, de cette Assemblée législative de transition. Bon, mais comme il n'est pas encore 10 heures, peut-être qu'à 10 heures, on peut faire l'installation avec la personne qui sera désignée à la dernière minute. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs. Alors, la question qu'on pose actuellement, ou qu'on se pose actuellement, c'est qui sera le président de l'Assemblée législative de transition. C'est la question, en tout cas, sur toutes les lèvres. Et on attendra de voir, puisque juste après l'installation, il y aura élection du président donc, de cette institution. Donc, c'est une question qui se pose. Bon, cette personne viendra d'où, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que dans la culture politique burkinabé, on a toujours pensé à un équilibre, j'allais dire, régional ou ethnique, je ne sais pas quel terme c'est mieux, en ce qui concerne les institutions. Par exemple, rare de fois, on a eu une seule région ou un seul groupe ethnique et à la présidence, à la primature et à la présidence de l'Assemblée nationale. Bon, cette fois, comme c'est un régime de transition, peut-être qu'on ne va pas tenir compte de tout cela. Dans tous les cas, on attend de voir juste après l'installation pour voir qui sera le président. Alors, l'autre facteur dont il faut tenir compte, c'est que l'armée aussi pourrait être tentée de placer un militaire à la tête de l'Assemblée législative de transition parce que c'est le président de l'Assemblée législative de transition qui assure les fonctions de président de la transition en cas d'empêchement absolu du président de la transition. C'est ce qui est prévu à l'article 11, notamment alinéa 2 de la charte de la transition. Donc il est dit qu'en cas d'empêchement absolu du président de la transition, constaté par le Conseil constitutionnel, ces pouvoirs sont dévolus au président de l'Assemblée législative de transition. Donc dans ces circonstances, si l'armée veut être sûre de gérer la transition jusqu'au bout, alors il va de soi que l'armée cherche à placer un militaire à la tête donc, de l'Assemblée législative de transition parce qu'on ne souhaite pas que Damiba soit empêché, soit par maladie ou par autre raison au cours de cette transition. Ce n'est pas un souhait. Mais ce sont des éventualités à prévoir. Donc, comme la charte prévoit cela, alors, si par exemple, on se retrouve avec un civil président de l'Assemblée législative de transition, ça veut dire que on va s'engager dans cette transition avec la possibilité, c'est ce que j'ai déjà dit, on ne souhaite pas un empêchement du président qui est déjà là, mais avec la possibilité qu'à un moment donné, la transition soit gérée par un civil. Je ne suis pas sûr que les militaires voudraient que ce soit ainsi. Donc, on peut s'attendre aussi à ce que ce soit un militaire pour être sûr que l'armée va gérer la transition donc jusqu'au bout. Mais quoi qu'il en soit, on attend de voir d'ici là. Dans tous les cas, ça ne va plus traîner. L'installation, c'est autour de 10 heures. Et d'ici les heures qui suivent, on connaîtra donc le nom du président de l'Assemblée législative de transition. Il va se faire juste après l'installation. D'accord, des informations que vous pourrez suivre tout au long de cette journée sur cela. Savane Média. Oui. Alors, Kambou, pour l'ex-parti au pouvoir, le MPP, ça ne va pas trop, puisqu'on enregistre des démissions dans ce parti. Oui, on enregistre des démissions donc, au sein du MPP, l'ex-parti au pouvoir. Alors, peut-être la plus emblématique, c'est celle d'Abdoulaye Mossé. Donc, Abdoulaye Mossé qui était secrétaire national chargé des mouvements associatifs, quelque chose comme ça. Donc, il n'était pas n'importe qui dans le MPP. Voilà, il a démissionné et dans sa lettre, il dit qu'il démissionne, mais il reste fidèle à Roch-Marc Christian Kaboré. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir surtout dans sa lettre de démission. On note également la démission de Ousmane Nakro, donc, qui était ministre récemment, également de Luc Arnaud Compaoré.
Donc, on peut se poser des questions sur cette démission, mais l'hypothèse la plus probable, c'est que peut-être c'est la métamorphose qui a commencé. Parce que quand un parti perd comme ça le pouvoir, c'est difficile de revenir comme ça aux affaires d'une certaine façon, avec, ou vous allez dire sous la bannière donc, de ce même parti. Bon, peut-être actuellement les plus malins chercheront à se trouver d'autres structures pour continuer donc, en politique. Parce que, on le dit toujours, quand le virus de la politique vous pique, c'est pas évident que vous puissiez en sortir comme ça. Donc, ces gens qui sont en train de démissionner, je ne suis pas sûr que c'est pour quitter l'arène politique, c'est peut-être pour se trouver d'autres points de chute et en vue donc de pouvoir bien se relancer. On attend de voir où est-ce qu'ils iront. Dans tous les cas, on en saura plus quand ils feront des pas. D'accord. Il faut terminer Kambo, direction Mali, pour parler du décès de l'ancien Premier ministre Maïga. Oui, l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubaye Maïga, donc, qui est décédé hier en détention. Bon, c'est un décès en tout cas qui choque beaucoup de gens parce qu'il s'est dit qu'il était malade depuis un certain temps. Il a demandé des permissions pour aller se faire soigner. Cette permission ne lui a pas été donc accordée pour se soigner à l'extérieur. Alors, il a fini donc par mourir. C'est la raison pour laquelle ceux aujourd'hui qui n'aiment pas trop les autorités de la transition malienne parlent d'assassinat. Vous avez entendu certainement le président du Niger qui a parlé, voilà, qui a parlé d'assassinat. Pour lui, c'est une sorte d'assassinat. Le fait qu'on lui ait refusé la permission d'aller se faire soigner donc, à l'extérieur, on a voulu les tuer, donc selon certaines personnes. Alors, c'est quelqu'un aussi, selon certains observateurs, qui était pressenti comme potentiel candidat peut-être après les élections et qui pourrait bousculer peut-être les autorités actuelles, en tout cas dans les urnes. Et bon, pour d'autres, on a voulu l'éliminer parce que c'est un potentiel adversaire politique. Alors, mais ce sont des observations à prendre aussi avec des pincettes. Quand on sait que c'est quelqu'un qui était poursuivi par la justice, qui était même en détention, on se pose bien la question de savoir, même s'il ne mourrait pas, est-ce qu'il allait pouvoir être candidat? Si vous avez des mêlées comme ça avec la justice. Voilà. Donc, ce sont des observations, comme je l'ai dit, à prendre donc avec des pincettes. Mais ce qu'il y a lieu de relever, c'est que la transition ou les autorités maliennes de transition semblent ne pas avoir de chance parce que tous ceux qu'ils sont venus ou qu'elles sont venus chasser sont en train de mourir un à un, on ne comprend rien. Vous savez que c'est sous cette transition que le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta est décédé. Donc le Premier ministre aussi, l'ancien Premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta aussi qui finit donc par décéder. En tout cas, ça ne fait pas du bien aux autorités actuelles de transition. Surtout que ce dernier-là est décédé en détention, par exemple. Donc ça nous interpelle encore sur un certain nombre de droits dont toute personne doit bénéficier, même si elle est en détention. Quand vous avez une personne détenue et qu'après, vous constatez que cette personne a des problèmes de santé, bon, il sied en tout cas de penser à permettre à cette personne d'aller se soigner. Parce que je ne pense pas que la détention ou le jugement ou l'emprisonnement ait pour but d'éliminer totalement une personne. Donc pour que la personne peut-être puisse tirer les leçons de ce qu'elle a fait et qui l'a conduit en prison, il faut que la personne vive. Bien sûr. Voilà. Et si la personne doit mourir, bon, vous voyez que c'est pas intéressant. Merci à toi. toi. Donc, voilà. Peut-être l'erreur qu'ils ont commise, c'est un peu cela. Ils auraient dû peut-être le laisser aller se soigner, quel que soit ce qui lui est reproché. Voilà. On va souhaiter tout compte fait que justement son âme repose en paix. Merci à toi, Kambo. Merci bien et bonne suite d'émission. Merci. Tu restes avec nous. En attendant, nous allons faire le tour de quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est la journée mondiale de l'eau aujourd'hui, 22 mars, et nous en parlons avec nos invités du jour, virgule, et on revient. Aujourd'hui, nous recevons comme invité M. Sanou Lassina. Il est le directeur général par intérim de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Bonjour à vous, M. Sanou. Bonjour, madame.
Également sur ce plateau, M. Fidèle Kouama, directeur de l'approvisionnement en eau potable à la Direction générale de l'eau potable. Bonjour M. Kouama. Oui, bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau pour qu'on parle justement de l'eau, qu'on revienne sur la problématique de l'eau donc au Burkina Faso. Et je me retourne déjà vers M. Kouama, directeur de l'approvisionnement en eau potable. Et quelle est la situation actuelle donc, du réseau d'alimentation en eau au Burkina Faso? Ok, merci bien madame. Et avant de répondre à la question, je voudrais remercier en tout cas les Savant TV et également l'ensemble des téléspectateurs pour cette occasion que vous nous offrez pour échanger donc sur les questions de l'eau au niveau du Burkina Faso. Il faut dire que l'accès à l'eau potable fait partie des axes stratégiques majeurs que le Burkina Faso compte donc mettre en œuvre pour atténuer donc la souffrance de la population. Et il faut dire que l'approvisionnement en eau potable des populations se fait donc à travers plusieurs niveaux de services. Voilà, vous avez le niveau 1 où la population s'approvisionne à partir donc des pompes à motricité humaine. Oui. Et vous avez le niveau 2 où la population s'approvisionne à partir donc des bonnes fontaines. Et vous avez le niveau 3 où c'est à partir donc des branchements particuliers. Et il faut noter que pour la réalisation donc des deux derniers niveaux, notamment le niveau 2 et le niveau 3, il faut donc des réseaux d'adduction d'eau potable. Et au Burkina Faso, il faut noter que pour ce qui concerne donc l'approvisionnement en eau en milieu urbain, voilà, cet approvisionnement est assuré donc par l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Représenté ici donc par le directeur général qui va donc revenir donc sur l'ensemble donc du réseau au niveau urbain. Et il faut noter qu'au niveau rural, notamment dans les communes rurales, l'approvisionnement donc se fait sous la responsabilité donc des collectivités, avec bien sûr l'appui donc des services techniques déconcentrés. Donc à ce jour, il faut noter qu'au niveau rural, nous avons à peu près 1800 systèmes d'adduction d'eau qui sont réalisés donc dans les chefs-lieux de communes rurales et également dans les villages donc, dont les populations sont supérieures à 3000 habitants. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour le volet rural et peut-être l'ONEA va revenir un peu sur le réseau donc, au niveau donc, urbain. D'accord. Mais vous, on va dire que vous, quand on parle d'approvisionnement, vous coiffez un peu le milieu urbain et le milieu rural en même temps. Si on devrait justement donner en termes de chiffres ou de pourcentage, combien de Burkinabés arrivent à avoir l'eau potable aujourd'hui? Oui, à ce jour, il faut dire que selon nos statistiques, nous sommes à un taux d'approvisionnement en eau potable, surtout au milieu rural, autour de 69%. Ah oui? Sur 100, nous avons 69% donc, qui ont accès donc, à l'eau potable à ce jour. Monsieur Sanou, dans les villes, on sait que vraiment pour l'eau, on compte sur l'ONEA, la plupart donc des habitants. Quel est le point que vous pouvez faire sur la situation? Ok, merci madame. Et effectivement, comme l'a dit le directeur de l'approvisionnement en eau potable, les centres urbains du Burkina sont alimentés en eau potable par l'ONEA. C'est du domaine de l'ONEA. Alors à ce jour, nous sommes sur 59 villes. Sur les 59 villes, il faut noter que ce sont des villes qui ont des populations supérieures ou égales à 10 000 habitants. Donc, inférieur à 10 000 habitants, c'est du ressort du milieu rural et nous sommes dans les centres urbains. Alors, il faut noter qu'aujourd'hui, comme il a dit, nous sommes au niveau des niveaux de 17, 2 et 3. C'est-à-dire, on dessert ces populations à travers des bonnes fontaines, comme vous le constatez un peu partout, et également à travers des branchements particuliers. À ce jour, nous gérons, en tout cas dans nos systèmes, sur les 59 villes, plus de 3500 bonnes fontaines et environ 600 000 branchements particuliers. Alors maintenant, il faut noter que dans l'alimentation, dans l'approvisionnement de ces populations, la question de la ressource, qui est aujourd'hui le thème de la Journée mondiale de l'eau,
en tout cas, est un accent sur lequel il faut mettre, en tout cas, il faut être particulier sur ça, parce que il faut noter qu'il y a des localités où la ressource est très difficile à mobiliser, d'où des déficits que nous ressentons au niveau de la plupart de ces centres qui sont approvisionnés en eau potable par l'ONER. Vous parlez justement des bonnes fontaines installées un peu partout, mais quand même des bonnes fontaines qui restent insuffisantes pour notamment les populations en périphérie, dans les zones périphériques du moins. Donc, quand on a justement des bonnes fontaines qui ne suffisent pas, qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi on n'arrive pas à installer assez de bonnes fontaines pour quand même faciliter les choses aux populations? Alors, ça c'est une très belle question, madame. Il faut noter que l'urbanisation dans nos villes n'est pas du tout maîtrisée. Quand vous prenez la ville de Ouagadougou, vous voyez comment se développent aujourd'hui les secteurs, les quartiers périphériques, qui sont des quartiers non structurés. Et ces villes se développent, et c'est au fur et à mesure du développement de ces villes que l'ONER y va. Il faut noter que lorsqu'on dimensionne un système d'adduction d'eau potable, il est prévu pour couvrir un certain espace. Lorsque vous sortez en dehors de cet espace, c'est vrai qu'il y a de la population, mais il va être difficile pour l'ONER d'y aller. Malheureusement, c'est ce qu'on fait. On va dans ces zones et la desserte devient difficile parce que dans les prévisions, on ne devait pas y aller. Mais malheureusement, comme les personnes y sont, des gens y habitent, nous sommes obligés en tout cas d'aller vers ces personnes. Sinon, je ne vois pas en quoi on ne va pas installer des bonnes fontaines. Voilà, du reste, puisque c'est des produits pour nous, ça permet également d'alimenter les populations. Je pense qu'y aller serait vraiment une très bonne chose. Mais malheureusement, par moment, on n'a pas les capacités d'y aller. Bon, d'ici là, on va revenir sur les coupures, ça c'est un autre problème. Maintenant, Monsieur Kouama, aujourd'hui, on a toujours des zones où il n'y a pratiquement pas de point d'eau. Les femmes sont obligées de faire des kilomètres pour aller trouver de l'eau, aller encore s'aligner, parce que c'est un peu le même point pour plusieurs villages, par exemple. Alors, quelle est la politique du ministère de l'eau et de l'assainissement, justement, pour soulager ces populations? Oui, merci bien, madame. Et effectivement, il faut dire que nous avons des localités, effectivement, où le problème d'eau se pose. Mais il faut dire que depuis un certain nombre d'années, le gouvernement du Burkina Faso donc, a pris des dispositions pour vraiment soulager et réduire vraiment cette corvée donc, au niveau des localités. Et sur le plan donc, politique, il faut dire que d'abord, le Burkina s'est inscrit, s'est engagé donc, pour l'atteinte des objectifs du développement durable, notamment les ODD 6, qui consistent donc à assurer l'accès durable et universel donc, des populations en approvisionnement en eau potable. Et pour ce faire, il faut dire que nous avons adopté une stratégie nationale de l'eau et assortie donc de 5 programmes. Et parmi donc ces 5 programmes, nous avons le programme national d'approvisionnement en eau potable, Horizon 2030, où la vision, c'est vraiment l'accès universel. Et à ce niveau, il faut dire que la vision vraiment, c'est de rendre l'eau disponible donc, dans les endroits donc, les plus reculés. Voilà. Donc, je sais que pour ces dernières années, nous avons travaillé à réduire vraiment ces localités-là, les localités où nous avons des problèmes d'accès donc à l'eau potable. Mais il faut noter également que vous avez aussi puisque vous savez que nous sommes un pays où sur le plan hydrogéologique, nous sommes à plus de 80% dans une zone qu'on appelle les zones de socle. Ça veut dire que nos eaux sont dans des formations, dans des roches fracturées. Donc vous n'avez pas une continuité de la ressource en eau souterraine. Et les techniciens ne peuvent pas oui, des mécanismes? Justement, c'est pour dire que actuellement nous sommes là-dessus donc à travers un vaste programme, notamment le programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement appelé donc le PAUA, qui travaille donc à faire une meilleure connaissance de cette ressource en eau souterraine là.
voilà, pour vraiment mobiliser la ressource et pouvoir donc approvisionner les localités difficiles. Donc pour ces localités difficiles, comme je le disais, la vision c'est de voir un peu là où on peut retrouver la ressource, mobiliser cette ressource-là et transporter donc l'eau vers les localités où nous avons des problèmes donc pour accéder donc à cette eau souterraine. Alors, nous sommes avec le directeur de l'approvisionnement donc en eau potable et avec la complicité de la réalisation, on va regarder justement les images qui passaient ensemble et puis vous allez voir si ici on peut parler d'eau potable ou pas. Là, c'est une pompe, mais il n'y a vraiment pas de l'eau qui coule. C'est la situation de certains barrages. Mais je souhaite quand même qu'on arrive voilà, à ces images où vraiment vous voyez les populations avec toujours des bidons d'eau. Et vous allez voir là où ils sont en train d'aller pour enlever l'eau. Est-ce qu'ici on peut parler d'eau potable dans ces conditions, Monsieur Kwame? Regardez juste un peu là où ils vont tirer justement le tuyau pour mettre l'eau. C'est ça la réalité sur le terrain. Monsieur Kwame, est-ce qu'on peut parler d'eau potable ici? Oui, effectivement, c'est comme je le disais, ça veut dire que nous sommes dans des localités où le problème d'eau potable se pose. Voilà, donc vous tel travaillez que je regarde, je vois que c'est apparemment c'est un forage où nous avons un système de pompage et les femmes donc s'approvisionnent donc à partir donc du tuyau là où vous avez chaud. Bon, je vois là un forage où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Voilà. Parce qu'après aussi, c'est... Voilà. Souvent aussi, il faut noter que pour ces cas aussi, vous avez, c'est vrai, vous pouvez avoir l'infrastructure qui est là. Et peut-être que à la réalisation, ça n'a pas été peut-être bien exécuté par les prestataires en charge de l'exécution. Voilà. Sinon, généralement, pour les pompes amortisseuses humaines, dès que vous avez la ressource et que vous faites donc l'ensemble des essais qui montrent que le forage est productif, bon, avec donc l'utilisation, l'usage que les gens en font, normalement, on ne devait pas arriver à cette situation. Voilà. Si nous avons un forage où, à un moment donné, il n'y a plus d'eau, bon, ça veut dire qu'il faut se poser plusieurs questions. Est-ce que l'ouvrage a été exécuté selon les règles de l'art? Voilà. Sinon, avec aussi les tests d'essai et de pompage, voilà, pour les pompes amortisseuses humaines, normalement, si c'est bien exécuté, on ne devrait pas avoir de problème. Généralement, là où nous avons des baisses de choses, c'est là où vraiment vous avez des pompages en continu. Voilà, c'est là où vous pouvez un peu assécher la ressource eau souterraine. Sinon, pour les pompes amortisseuses humaines, avec donc, si c'est bien réalisé selon les règles de l'art, avec des différents essais, normalement, on ne devrait pas avoir ce problème. Bon, aujourd'hui, on sait que pour ces pompes-là, il y a des ONG, des associations, des structures qui accompagnent les constructions. Peut-être que voilà, les choses n'ont pas été respectées. Mais est-ce qu'après, quand ça ne marche plus, le ministère peut accompagner encore pour que ces populations puissent avoir de l'eau? Ou bien il faut carrément démonter la pompe? Non, tout à fait. Pour des problèmes, des forages qui ont des problèmes, voilà, le ministère intervient donc pour voir un peu, diagnostiquer, pour comprendre. Voilà, est-ce que le problème c'est au niveau donc du forage même, ou c'est lié un peu à la pompe? Voilà, il peut y avoir des pannes au niveau de la pompe et à ce moment, le ministère peut intervenir pour réparer. Mais il faut dire que d'abord pour les ouvrages, on essaie de... Dès que l'ouvrage est réalisé, on essaie d'organiser en fait les bénéficiaires. Voilà, qui assure donc l'entretien périodique et en tout cas de l'infrastructure. Et c'est lorsque vraiment la panne est assez importante que le ministère essaie donc d'intervenir donc pour réhabiliter l'ouvrage. Sinon pour les réparations, là c'est vraiment laissé à la latitude vraiment des bénéficiaires qui s'organisent en association d'usagers d'eau pour faire face donc aux différentes petites pannes. Revenons à l'ONEA, puisque nous avons la chance de recevoir aujourd'hui le directeur général par intérim de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Maintenant, on va s'intéresser vraiment aux coupures d'eau. Alors, Monsieur Sanou,
Nous sommes dans de grandes villes comme Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koutgou, dans des villes comme ça, où il y a bien sûr des robinets à la maison, il y a des bonnes fontaines, mais le problème qui persiste, surtout en période dite chaude, mars, avril, mai, ce sont les coupures d'eau. Concrètement, pourquoi toujours en ces périodes-là? C'est la même chose que nous vivons depuis des années. Bien, merci madame. Alors je voudrais appuyer un peu la réponse qu'a donnée M. Kouama sur la desserte en eau de certaines localités. Oui. Il a dit quelque chose de très important. Partout au Burkina, on n'a pas la disponibilité de la ressource, eau souterraine comme eau de surface. Donc il faut aller mobiliser l'eau là où elle se trouve et l'envoyer vers là où il n'y en a pas du tout. Et c'est une politique qui a vraiment été adoptée par le ministère, par le gouvernement. Et c'est dans cette optique que nous sommes inscrits aujourd'hui. Si vous regardez les grands projets que nous réalisons actuellement, ça rentre dans ces cadres. C'est pour résoudre la question. Maintenant, pour enchaîner avec la dernière question liée aux coupures d'eau, les coupures d'eau, c'est essentiellement une question de ressources. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à mobiliser la ressource pour faire face à la demande croissante. Quand je dis la demande croissante, ça veut dire que les populations augmentent. Et lorsque les populations augmentent, ça veut dire que c'est la demande qui augmente. Et également, nous faisons face quand même à une situation actuelle, qui est la question de l'insécurité, où il y a beaucoup de regroupements de personnes sur certains centres qui habituellement fonctionnaient vraiment à la limite. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ça va se ressentir à travers des coupures d'eau. Pour ce qui concerne les grandes villes telles que Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, il faut noter que par rapport aux années passées, la situation s'est en tout cas légèrement améliorée. Je me rappelle qu'en 2018-2019, on a eu de sérieux problèmes d'eau. Je suis même intervenu sur cette tribune. Oui. Et c'était vraiment difficile. Et aujourd'hui, la difficulté à Ouagadougou pour ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, si vous voulez, c'est l'urbanisation. La ville s'étale à un rythme que nous n'arrivons pas du tout à maîtriser. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il faut forcément y aller et permettre à ces gens, en tout cas, d'être desservis en eau. Ensuite, lorsque vous rentrez dans ces systèmes d'adduction d'eau, c'est ceux qui sont à la périphérie qui en souffrent. Quand vous allez par exemple à, je sais pas moi, Pasmanga, Koulouba, en remontant, vous n'avez pas de coupure d'eau. Pourquoi? Parce que topographiquement, vous savez, l'hydraulique, du moins l'adduction d'eau potable fonctionne sur la topographie. C'est-à-dire l'eau va des points les plus hauts vers les points les plus bas. Alors, si vous êtes situé à un point relativement bas, naturellement, par rapport au réservoir, vous êtes toujours bien desservi. Alors, donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire lorsque la situation atteint un certain niveau? Il y a ce que nous appelons le rationnement. Ça veut dire que ceux qui se situent dans ces points bas, on essaie de les priver un temps soit peu d'eau et permettre à ceux qui sont à la périphérie d'en bénéficier au minimum. Actuellement, pour la ville de Ouagadougou, nous ne sommes pas encore dans ce schéma. C'est-à-dire, sur les 24 heures, il n'y a pas de rationnement. C'est-à-dire, en principe, chaque jour que Dieu fait, chacun a son minimum. Mais vous n'allez pas avoir certainement pour certaines zones minimes, 24 heures sur 24. À cela, il faut aussi noter qu'il y a beaucoup de différences sur le réseau. Les différences sont liées à quoi? C'est surtout des casses. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une grosse casse sur le réseau de Ouagadougou. Des casses? Des casses sur les tuyaux, les conduites. Ah, ok. Voilà, des dégâts, par exemple les travaux routiers, bon, où naturellement, en tout cas, il y a des tuyaux qui se cassent. Il faut, pendant ce temps, isoler tous les secteurs et intervenir. Également, ce sont des désagréments que les uns et les autres constatent. Et ça fait que l'un dans l'autre, bon, les gens continuent de se plaindre. Et puis, bon, voilà. Et il faut aussi noter que pendant la période chaude, actuellement, vous, la consommation d'eau que vous effectuez en juillet, août, septembre, ce n'est pas la même consommation d'eau aujourd'hui. Oui, parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, les besoins corporels augmentent, les autres besoins augmentent. Naturellement, les besoins par individu augmentent. Et
Pour faire face à cela, il faut des installations conséquentes. Vous connaissez bien les coûts des installations d'adduction d'eau potable. Pour vous donner une idée des chiffres, Ziga 1 nous a coûté à peu près 150 milliards de francs CFA. Alors, Ziga 2, c'est de l'ordre de 100 milliards de francs CFA. Donc, ce sont des investissements qu'on ne peut pas se permettre de réaliser tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, il faut, et généralement, ces investissements sont dimensionnés en fonction des statistiques de population. Comme je l'ai dit tantôt du reste, les populations, on n'a pas la maîtrise de la population. Dès lors que vous sortez hors de ce qu'on avait prévu, naturellement, il y a un déficit qui se crée. Et c'est vraiment pareil, identique dans la plupart des grandes villes. Vous avez Bobo Dioulasso, qui connaît effectivement les mêmes difficultés, mais l'ONEA ne croise pas les bras. Je prends le cas de Bobo Dioulasso aujourd'hui, où de gros travaux sont en cours d'exécution, et des travaux à court terme sont également en train d'être exécutés pour diminuer vraiment la souffrance des populations. Koudougou, c'est la même chose. Ouéguia, là, c'est un problème vraiment, disons, naturel. Vous avez regardé à travers la presse, le barrage de Gouaré n'a pas d'eau depuis février. C'est un barrage que l'ONEA utilisait pour approvisionner les populations. En plus de ces barrages, on utilisait des forages. Mais les forages à eux seuls ne permettent pas d'assurer la demande en eau de la ville de Ouéguia. Le barrage est tari. C'est vrai que, comme j'ai dit, à Ouéguia, on a le barrage de Guiti où les travaux seront lancés le 31 mars, si Dieu le veut, pour permettre vraiment de soulager l'ensemble de ces populations. Koudougou, on a le barrage de Soum, où on pourra vraiment, à partir de ce barrage, alimenter toute la zone, ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est vraiment une situation pas simple, surtout à cette période de canicule. Ça va recommencer ces coupures-là. Moi, personnellement, je suis dans un quartier où, pratiquement dans cette zone, hein, donc Bonheurville, Belleville, Kouritenga et autres, nous avons connu beaucoup de coupures. Par moment, il faut se réveiller à 2h, 3h, 4h du matin pour réserver de l'eau, sinon ça ne va pas. Mais concernant les casses dont vous parlez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas de communication ou de collaboration entre vous et le ministère donc, en charge peut-être des travaux ou les entreprises en charge des travaux sur le terrain? Parce qu'on se rappelle qu'il y a eu récemment donc, une panne au niveau, je pense, de Ziga. Et nous, on a subi en fait les conséquences. Ou bien c'était à Karpala, je ne me rappelle plus, mais on a subi les conséquences durant 3 jours. On n'avait pas d'eau dans cette zone. Pourquoi ces choses-là arrivent? Est-ce qu'il n'y a pas de collaboration entre vous? Alors, dit qu'il n'y a pas de collaboration, je dis non, puisque lorsqu'il y a des travaux routiers qui démarrent, les sociétés telles que l'ONEA, la Sonavel et l'Onatel, nous sommes informés. Nous sommes sur le terrain avec les entreprises. Et malheureusement, malgré tout ça, malgré cette présence, il y a des incidents qui arrivent. Alors, la panne dont vous avez fait cas tout de suite sur Ziga, ça, ce n'est pas une casse liée à des travaux routiers. C'est une panne naturelle qui est survenue et qui a affecté pratiquement toute la ville de Ouagadougou. Donc, ce n'est pas seulement votre secteur, c'est toute la ville qui a été impactée parce que il a fallu au moins 48 heures pour intervenir. Et là encore, c'est une chance parce qu'on avait en prévision toutes les pièces qu'il fallait. Rappelez-vous, il y a quelques années à Dakar, une panne de ces gens est arrivée. Les gens ont passé plus d'une semaine, 10 jours sans eau. Nous, c'est en 48 heures, on a pu remédier à la situation. C'est vrai, nous ne se comparons pas aux autres, mais en tout cas, il y a eu des efforts en tout cas, qui ont été faits en ce sens pour permettre en tout cas de rattraper la situation le plus rapidement possible. Sinon, en termes de collaboration avec le ministère des Infrastructures, ça va. Et quand en son temps, vous nous avez dit que c'est une infrastructure ou une installation qui pouvait faire 50 ans, je crois, sans peut-être avoir des travaux de vérification et autres. Bon, après, quand ça ne fait pas le temps donné et puis ça arrive. Ah, il faut nuancer ces propos. Hein. Oui. Vous avez votre mobilette que vous payez toute neuve, qui peut faire 5 ans. Est-ce qu'avant les 5 ans, la moto ne tombe pas en panne? Alors, donc c'est une panne qui est arrivée. Comme on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de panne.
D'accord. Maintenant, on me signale que notre temps est en train de terminer, mais on va bien sûr s'intéresser à la situation des zones dites rouges aujourd'hui, notamment les zones en situation vraiment d'insécurité intense, parce que vraiment le Burkina Faso est en insécurité, mais il y a quand même ces zones-là où c'est difficile. Alors, Monsieur Kouama, des zones d'insécurité où il y a des sabotages des installations d'eau. On parle même de on dit que les groupes armés, donc terroristes notamment, récupèrent souvent même des points d'eau ou empêchent les populations d'avoir accès à ces points d'eau ou sabotent ces installations. Comment vous accompagnez aussi ces populations? Parce qu'on a besoin de l'eau aussi dans ces localités pour vivre. Tout à fait. Effectivement, il faut dire que vous avez tous suivi, en tout cas les sabotages, en tout cas des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, que ce soit les infrastructures de l'ONEA, que ce soit donc les infrastructures réalisées dans les communes rurales. Mais il faut dire que la situation est vraiment difficile, donc c'est pas du tout facile, puisque vous ne pouvez pas accéder pour vraiment apporter vraiment l'appui nécessaire. Voilà. Mais bon, ce qu'on fait, on essaie avec nos partenaires, notamment les ONG, les associations, les humanitaires surtout, nous essayons de collaborer pour essayer un peu d'apporter, en tout cas à travers d'autres moyens, pour soulager un peu la population. Mais il faut dire que c'est vraiment difficile, voilà, puisque vous avez des zones où pour y accéder, vraiment vous avez des problèmes pour vraiment accéder. Avec une équipe notamment de techniciens pour procéder à des réparations, ça c'est presque impossible. Bon, c'est vraiment impossible, voilà, puisque vous n'êtes pas vraiment en sécurité. Donc vous ne pouvez même pas travailler, c'est ça. Voilà. Mais on essaie vraiment à travers des acteurs au niveau local, des humanitaires, voilà, pour donc trouver d'autres moyens. Mais il faut dire que c'est vraiment, ça reste difficile. Et actuellement, vous avez le cas de Djibo, où on ne peut pas accéder pour pouvoir travailler. Et la situation des barrages aujourd'hui, c'est un autre problème. On parle d'ensablement de barrages, il n'y a plus assez d'eau pour les populations. Qu'est-ce qu'on fait au niveau aussi des barrages? Oui, effectivement, il faut noter que nous avons, en tout cas, la situation des barrages qui rencontre vraiment ce phénomène d'ensablement. Et ça, c'est dû un peu à l'action anthropique, notamment donc les activités des hommes. Voilà, le non-respect en fait des bandes de servitude. Vous avez des populations qui cultivent jusque dans les lits donc, des barrages, donc ça ne fait que contribuer à accélérer l'assablement en fait de ces retenues d'eau. Donc la solution actuellement, nous sommes en train, à travers donc la police de l'eau, à essayer donc de déguerpir en fait ces personnes-là. Voilà, donc, mais il faut dire que l'action vient d'être... nous venons de démarrer donc ce genre d'action. C'est de déguerpir en fait ces populations, les sensibiliser pour que ces populations libèrent un peu ces bandes de servitude autour des retenues d'eau. Et actuellement, nous sommes en train de travailler au niveau du ministère pour en tout cas responsabiliser en fait les acteurs pour l'entretien et la surveillance également de nos retenues. Merci bien. Parce qu'on a constaté que nos retenues ne sont pas vraiment ne sont pas bien entretenues. Merci. Il faut rappeler que la journée mondiale de l'eau se tient aujourd'hui, même 22 mars, sous le thème « Eau souterraine, rendre visible l'invisible ». Est-ce que le ministère de l'eau a prévu des activités? Bon, il faut dire que, au regard de la situation et du contexte, nous n'avons pas prévu de cérémonie comme ça pour célébrer. Mais il faut dire qu'avec nos partenaires, voilà, il y a des panels qui sont organisés dans certaines localités pour essayer donc de réfléchir un peu sur les problématiques d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ok. Voilà. Et il y a le Forum mondial de l'eau aussi qui se tient. Tout à fait. Est-ce que le Burkina participe? Oui, le Burkina est fortement représenté et à l'occasion donc nous allons discuter aussi sur les problèmes que nous avons au niveau du Burkina. Vous avez évoqué tantôt les problèmes d'accès donc dans les zones difficiles, donc ça fera partie donc des échanges, voilà, pour qu'ensemble donc on puisse trouver donc une solution
face donc à cette crise humanitaire. D'accord. Voilà. Malheureusement, notre temps est terminé. Nous espérons que d'ici quelques temps, on ne parlera plus de coupure depuis quelques années. Madame, il faut noter quand même qu'il y a une amélioration de vos quartiers. Est-ce que ça veut dire qu'au moins d'ici 2030, comme vous l'avez dit, Oui, c'est ça. on n'aura plus de coupure d'eau ni à Ouagadougou ni à Ouro? Ben, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de coupure d'eau. En tout cas, la situation va s'améliorer nettement. Merci à vous, monsieur. Lassine Hassanou est le directeur général par intérim de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Nous recevions également monsieur Fidel Kwama, directeur de l'approvisionnement en eau potable à la direction générale de l'eau potable, où nous parlions aujourd'hui de cette ressource rare, essentielle pour la vie. Il s'agit notamment de l'eau, parce qu'aujourd'hui, 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Et aujourd'hui, j'ai une pensée spéciale à l'endroit de toutes ces femmes déplacées internes. Après avoir écouté un témoignage d'une d'elles qui dit qu'elle a passé 8 jours sans pouvoir se laver, et c'est justement au 8e jour qu'elle a pu avoir de l'eau pour se rincer. Donc pensez à ces femmes-là, nous qui sommes ici. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Nous poursuivons avec l'émission du jour et cette fois-ci, nous recevons donc des annonceurs. Nous partons à la découverte de l'entreprise ETEC DAB, entreprise des travaux d'électricité et de construction d'Abiri. C'est une entreprise qui intervient dans la maintenance des installations électroniques. Bonjour. Alors, il faut rappeler que nous sommes avec donc, le directeur de cette société, ETEC DAB, du moins, M. Cédric Steve Dabiri. Alors, qu'est-ce que vous faites? Merci. ETEC DAB est une structure de contrôle de conformité et des installations électriques intérieures, voilà, au Burkina Faso. Voilà. En fait, nous intervenons bien sûr dans le contrôle de conformité et les maintenances, voilà, bien sûr en vue de limiter les accidents et les catastrophes, voilà, d'origine électrique. D'accord. Voilà. Les accidents, les incendies. Quand vous parlez d'installation électrique, c'est vraiment tout pour télé, toutes les branchements qu'on retrouve. Effectivement, puisque bon, installation intérieure. Pour voilà, tous les branchements. Voilà, pour tous les branchements à basse tension. Ok. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans les ménages? D'accord. Par trimestre, nous avons des techniciens qui... Chaque 3 mois, voilà, vous passez dans les chaque maisons. 3 mois, Okay. voilà, qui passent faire des contrôles, voilà, et ils font des suivis des installations. Voilà. Parce que si vous remarquez au Burkina Faso, la majeure partie des installations sont anarchiques. Et principale cause des incendies. Et il n'y a pas de suivi aussi. Voilà, c'est dans ce cadre-là que ETEC DAB a été fondé afin de suivre les installations, voilà, intérieures. Intérieur. Est-ce que vous le faites seulement dans les maisons ou bien vous partez dans des marchés, dans des yards, dans des entreprises? Oui, effectivement, nous intervenons bien sûr dans les marchés. Voilà, vous voyez, là-bas c'est concentré. Voilà, il y a manque, vraiment, c'est pas simple quoi. Donc, les entreprises, les structures recevant de l'État public aussi, on intervient bien sûr. Voilà, donc on peut dire que c'est de façon globale. Voilà. D'accord. Et comment on fait pour bénéficier de vos services si on désire qu'on vienne vérifier chaque 3 mois par exemple ces installations? Voilà, bien sûr. Tout à l'heure, je vais laisser un numéro. Est-ce que c'est payant? Voilà, concrètement, est-ce que c'est payant? Oui, effectivement. Puisque l'abonnement se fait par l'année. Et l'année, ça fait 10 000 francs. Voilà, 10 000 francs. Et vous avez au moins 4 passages, ouais, 4 dans l'année pour 10 000 francs. Et quand vous arrivez, c'est vraiment toutes les installations? Voilà, c'est toutes les installations. Qu'est-ce que vous avez installé? Des plaques solaires? Effectivement, on touche aussi les plaques solaires. D'accord. Voilà. On va vous permettre de laisser votre contact. On a vraiment peu de temps aujourd'hui. Ça marche. D'accord. Vous pouvez contacter notre service commercial par le 72 64 34. 72 64 34 16. Voilà, et 78 21 24 12. Voilà. Merci bien. Merci. Alors, monsieur Steve Cédric Dabiri, le directeur général de la société ETEC
DAB. Il faut rappeler que c'est une entreprise qui intervient donc dans la maintenance des installations électriques. Alors, nous allons accompagner notre invité avec ce micro-trottoir réalisé par la rédaction de Savane Média. Nous parlons aujourd'hui de l'importance des annales d'études avec Serge Youssef. Nous allons l'installer tout à l'heure. Les annales nous aident à acquérir des connaissances en dehors de ce qu'on fait en classe. Ça nous aide aussi à nous exercer. Ça nous aide dans nos devoirs. Parce que si on a déjà vu ça dans l'annale en nous exerçant, ça veut dire au devoir, si on retrouve ces mêmes exercices-là, ça sera plus facile. Les annales ont une très grande importance. Nous avons plusieurs exercices à trouver dedans, à traiter, il y a des corrections. Et puis, ça nous aide aussi à combler quelques vides qu'on avait, à comprendre plus le cours et puis à nous améliorer pour comprendre beaucoup de choses. Mais souvent aussi, il ne faut pas trop utiliser les annales qui ne sont pas bien faits. Parce qu'il y a des annales qui comportent des erreurs et des autres aussi qui ne comportent pas des erreurs. Donc il faut faire attention à savoir quelle annale utiliser. Les annales jouent un rôle essentiel dans l'éducation. Parce que les cours qu'on nous donne à l'école ne nous suffisent pas pour aboutir à nos objectifs. Donc il faut faire des recherches dans les annales que l'on vend dans les librairies pour élargir nos connaissances. Donc je pense que les annales sont importantes pour nous. Bon, mais on constate que de nos jours, les élèves n'utilisent plus les annales parce que bon, les élèves n'aiment plus la lecture. Bon, ils préfèrent aller taper des recherches sur l'Internet parce qu'avec les fichiers PDF, maintenant, c'est facile d'apprendre les leçons et d'élargir les connaissances. Pour moi, l'importance des annales est que tu peux juste bosser, retenir tout par cœur, venir composer. Et il y a des questions aussi que tu peux... qu'on ne vous pose pas pendant les cours, que tu peux retrouver là-bas. Sauf que aussi, tu ne fournis pas d'efforts. Par conséquent, tu ne fournis pas d'efforts pour pouvoir... Et nous poursuivons. Merci en tout cas à vous pour vos avis et merci donc à la réalisation pour cet élément et à la rédaction pour le micro-trottoir. Youssef, on parle des annales d'études. Oui, aujourd'hui c'est... Bonjour. Bonjour Abdeta. Comment ça va? Oui, Dieu merci, ça peut aller. D'accord. Les annales d'études, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Il faut dire, quand on parle d'annales, je me dis que les élèves, les étudiants et même les fonctionnaires connaissent parce que c'est dans la formation permanente qu'on utilise les annales. Par la définition ici, il faut dire qu'on parle d'annales, c'est un recueil des précédents exercices qu'on a conçus pour pouvoir accompagner les élèves. Quand on parle encore plus loin par extension, il faut dire que c'est un livre qui est dessiné où il y a des exercices de différentes matières, histoire, géographie, SVT, maths, que les enseignants essaient d'élaborer pour accompagner les élèves en classe d'examen et ceux aussi qui veulent renforcer les capacités pour la formation continue. Donc ici, c'est dit seulement que les annales, les élèves les utilisent pour évaluer les compétences, pour pouvoir aller à l'examen. C'est des aides-mémoire en quelque sorte. Parce que quand on fait le cours en classe, le professeur donne tout, mais il y a un livre bien défini où tout est consigné. Quand vous prenez, c'est encore plus facile pour vous d'apprendre que d'aller fouiller dans les cahiers que vous avez recopiés en classe. Bien sûr. Ça, maintenant, pour les annales, est-ce que ce sont les élèves seulement qui l'utilisent ou bien les enseignants aussi? Oui, non, pas les élèves seulement. Les enseignants utilisent les annales aussi pour pouvoir faire sortir des exercices pour les examens, pour les devoirs, pour les évaluations. Parce que ça aide aussi les enseignants et les professeurs. Il y a des annales aussi que les professeurs aussi payent pour leur propre formation. Parce qu'eux aussi, ils ont des examens et des concours à faire. Donc, ça les aide aussi. Donc, ce n'est pas pour seulement les élèves. Même les parents d'élèves aussi, ils payent les annales pour la continuité éducative à la maison. Il y a des parents qui ne sont pas allés à l'école, c'est vrai. Il y a d'autres qui sont allés à l'école, mais comme ils n'ont pas le temps, ils payent les annales, ils se lèvent le matin, ok, ils cochent l'exercice, ils reviennent, ils voient. Donc, ça aide aussi les parents à contrôler les enfants à la maison plutôt.
Et quelle est l'importance concrètement de l'anal pour l'apprentissage de l'enfant? L'important de l'anal ici, c'est de dire que ça accompagne l'enfant dans la continuité éducative. Vous savez, quand l'enfant quitte la maison, l'enfant va à l'école, l'enfant apprend à lire et écrire, et les différents savoirs, les enseignants les transmettent. Arrivé à la maison, le père qui a eu la chance de payer l'anal, l'enfant continue le processus d'éducation à la maison. Parce que l'éducation ne s'arrête pas seulement à l'école, il faut continuer. Et quand vous regardez aujourd'hui, avec le problème sécuritaire et avec le problème des déplacés, il y a des annales qui accompagnent les élèves qui n'ont pas la chance encore d'aller en classe s'asseoir. Donc, on conçoit des annales et tout ce qui est dans le programme éducatif est là-dedans et on donne aux élèves à la maison pour continuer toujours à apprendre parce qu'ils vont aller en classe d'examen bientôt. Alors, Youssef, on va parler maintenant des types d'annales qu'on rencontre un peu sur le marché. Il faut dire qu'il réellement un problème par rapport aux annales qu'on rencontre sur le marché. Il y a beaucoup d'annales qu'on raconte. Il y a des annales d'origine douteuse qui ne sont pas de notre programme. Quand vous prenez la route, les gens vendent les annales de n'importe comment. Voilà, vous allez voir, ce n'est pas le système burkinabé qui est bien défini. Il y a d'autres systèmes. Je vais dire que ce n'est pas le programme burkinabé qui est bien défini. Voilà. Il y a parce que chaque pays a son programme. Mais il y a des annales qui ne respectent pas le programme du Burkina Faso. Mais comme d'autres ne savent pas, ils payent les annales et les annales rentrent aussi comme ça, sans vérification. Donc pourtant le contenu, le programme doit refléter le niveau et la qualité qu'on enseigne dans nos écoles. Mais quand ce n'est pas ça, vous déroutez l'enfant. Vous savez qu'on apprend partout, mais quand il y a un programme bien défini, où l'enfant doit apprendre à le composer, et si l'enfant regarde, si c'est un annal qui vient d'autres pays, ce qui n'est pas conforme à la réalité, ça peut dérouter l'enfant. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'annales sur le marché qui sont vraiment de diverses qualités douteuses. Est-ce que quelque part, il faut peut-être vérifier ou réglementer la production et la distribution donc, des annales sur le marché? Oui, ça c'est la meilleure façon. Il faut réglementer les entrées même. Parce que quand quelqu'un fait des annales, il doit avoir un processus. On doit contrôler la qualité. Est-ce que le contenu, le programme qui est écrit, est-ce que les types d'items, de questions, les types de questions qu'on donne dans nos classes, est-ce que c'est la même chose qu'on donne dans les annales, que les gens qui disent producteurs et qui font les annales, est-ce que c'est ça? Donc il faut contrôler. Il faut s'assurer que le contenu enseigné dans le programme éducatif burkinabé est la même chose dans les annales. Il faut contrôler. Quand on ne contrôle pas, ce n'est pas bon. Vous voyez que je pense que l'année passée, même le ministère a eu à faire des annales pour accompagner les enfants qui sont dans les problèmes sécuritaires. Voilà. Mais ça, ce sont les acteurs du ministère, les techniciens, les enseignants. Donc, ils sont basés sur le programme enseigné au Burkina Faso pour faire les annales. Là, mais il y a des annales made in Burkina, je veux dire... Oui, peut-être. Oui. Bon, je ne vais pas dire le nom, mais. Oui, il y a des annales made in Burkina, mais il faut dire souvent qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le système qui font les annales. Il y en a assez en même temps. Comme c'est de l'argent. Oui. Voilà. Comme c'est de l'argent, comme c'est commercial. Est-ce que vous n'êtes pas pharmacien, vous pouvez vendre des produits? C'est ça. Mais le système éducatif est fait de telle sorte que même tous ceux qui ne sont pas du système éducatif là, qui ont les moyens, peuvent faire des annales et puis commencer à vendre. Pourtant, ils ne se sont pas attachés des services d'un technicien qui connaît le système pour les conseiller. Voilà le programme, voilà les items qu'on doit faire pour pouvoir vendre. Comme lui, il a les moyens, il cherche les anciens sujets, les anciens devoirs et il rassemble. Il met ensemble et puis on imprime et puis on commence à vendre. Ça, bon, c'est pas bon. D'accord. Youssef, on termine par tes suggestions. Moi, mes suggestions aujourd'hui, il faudrait dire que nous avons un nouveau ministre qui vient d'arriver. Il faudrait que M. Lionel Bilgo essaie de prendre à bras le corps ce problème des documents. Il ne faudrait pas que n'importe quel document qui rentre dans le pays, n'importe quel document qui est vendu sur le terrain, n'importe quel document qu'on trouve que c'est anal, que c'est bon pour l'éducation, non, ça doit passer par une direction qui est chargée de contrôler les documents d'abord avant qu'on ne mette ça sur le marché. Donc, c'est un appel qu'on lance, que je lance
au nouveau ministre et à ses techniciens de revoir la production des annales sur le terrain, parce que c'est de n'importe quoi souvent qu'on trouve sur le terrain. Alors Youssef, pour l'annale qui sera utile à l'apprenant, est-ce que il faut avoir en même temps, dans le même document, les réponses, les exercices et les réponses, ou bien pour toi, il faut que ce soit seulement les exercices? Pour un bon annale, il faudrait voir d'abord les exercices. Après les exercices, l'enfant va faire, et l'autre côté, il y a les réponses. En ce moment, l'enfant sait que j'ai essayé de faire l'exercice. Si j'ai trouvé, je vois, j'ai trouvé. Quand on ne donne pas les réponses, chacun fait ça à sa manière. Mais quand on prend vraiment un bon document, un annale qui est bien fait là, il y a les questions, il y a les exercices, il y a les réponses. D'accord. Mais ne faites pas comme Toto qui part regarder la réponse pour venir traiter l'exercice. Oui, parce ça c'est vrai. Ça ne se passe pas comme ça. Oui, ça, vous vrai. sélectionnez l'exercice, vous finissez de traiter proprement et puis après vous partez vérifier si vous avez trouvé. Sinon on ne sélectionne pas l'exercice, on part regarder la réponse et puis on revient traiter pour montrer à l'instituteur. Merci à toi Karasamba pour ce thème. C'est Dieu le veut. Rendez-vous mardi prochain. Amen. Inch'Allah. À vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour de façon, nous allons nous donner rendez-vous demain, mercredi, pour d'autres aventures, avec bien sûr la chronique Questions de droit, l'invité du jour, et puis bien sûr la rubrique À la découverte 2, et vous aurez bien sûr la revue de presse. Rendez-vous demain. En attendant, portez-vous bien. À partir de 11h, c'est l'émission Cadeau du jour. C'est donc la nouvelle émission de Savane TV. En attendant, on se dit nous à demain.